Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la deuxième année du collège, la reproduction sexuée chez les animaux. Donc, dire sexuée, c'est-à-dire elle nécessite les deux sexes, le mâle et la femelle. Commençons par la première partie, le rôle du mâle et de la femelle dans la production des gamètes chez les animaux. La reproduction sexuée chez les animaux, nous l'avons déjà dit, nécessite un mâle et une femelle. Des exemples, voilà. Alors, l'activité 1 nous demande de faire la description du comportement sexuel chez le parent, chez le combattant. La parade nuptiale, il qualifie l'ensemble des comportements auxquels se livrent certains animaux à reproduction sexuelle avant l'accouplement. Ce comportement permet le rapprochement entre le mâle et la femelle. Le cas du pao, on voit très bien que le mâle déploie ses plumes en éventail pour attirer les femelles. Le cas du combattant, on voit très bien que le mâle séduit la femelle par une danse et par ses nageoires. Effectivement, comportement sexuel dans les deux exemples, le pao et le combattant. Activité 2, montrer le rôle du mâle et celui de la femelle dans la reproduction. Monsieur Lazaros Planzani pensait que le nouvel individu préexistait dans l'ovule, cellule reproductrice de la femelle. Il effectua plusieurs expériences sur les grenouilles pour comprendre le rôle de chacun, c'est-à-dire du mâle et de la femelle. Donc, voyons les expériences faites par Monsieur Splanzani. Donc, un accouplement d'une grenouille femelle et d'une grenouille mâle. On voit très bien la formation des têtards. Ceci nous permet de conclure que la formation des têtards nécessite, bien sûr, je m'excuse, nécessite bien sûr l'accouplement des deux sexes. L'expérience de accouplement d'une grenouille femelle et d'une grenouille mâle équipée qui porte un caleçon. On voit très bien que la femelle pond des ovules, mais ces ovules-là ne forment pas des têtards, donc l'accouplement permet la ponte des ovules par la femelle. Expérience 3, liquide contenu dans le caleçon d'un mâle ayant essayé de s'accoupler, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le sperme. On arrose ce sperme sur des ovules, bien sûr, libérés par la femelle. Dans ce cas-là, on obtient des têtards. Ceci nous permet de conclure que la formation des têtards nécessite le contact entre le liquide émis par le mâle, c'est le sperme, et les ovules, bien sûr, de la femelle. Étape suivante, bien sûr, comme vous le constatez, le sperme n'est pas en contact avec les ovules, donc pas de têtards. Sans le contact entre le sperme du mâle et les ovules de la femelle, il n'y a pas de formation de têtards, c'est-à-dire de nouveaux individus. Alors que si on mélange les deux, bien sûr, on obtient formation de têtards. Ceci, bien sûr, nous permet d'affirmer, bien sûr, que le contact direct entre les spermatozoïdes, gamètes mâles et les ovules gamètes femelles constitue ce qu'on appelle la fécondation qui aboutit à la formation des têtards. Étape suivante, on prend le sperme, on filtre bien sûr le sperme, on ajoute le liquide filtré sur les ovules, comme vous le constatez, donc pas de têtards, mais bien sûr quand on utilise dans ce cas-là, bien sûr les spermatozoïdes, le contenu des filtres, avec les ovules, on obtient bien sûr dans ce cas-là les formations des têtards. Ceci bien sûr montre bien que les spermatozoïdes avec les ovules, bien sûr, le contact direct entre les spermatozoïdes et les ovules, c'est lui qui nous permet bien sûr d'obtenir des têtards qui aboutit à la formation de têtards. Donc notre grenouille femelle dans un aquarium seul, donc elle est incapable de pondre des ovules, et je m'excuse, des ovules. Le mâle porte un caleçon, il y a accouplement dans ce cas-là. On voit très bien que la femelle dans ce cas-là, il pond des ovules qui ne donnent pas des têtards puisque monsieur, bien sûr, la grenouille mâle porte un caleçon. Alors que quand on retire le caleçon du mâle, on voit très bien que, bien sûr, après accouplement, on trouve que ce caleçon-là contient un liquide blanchâtre qui constitue ce qu'on appelle le sperme, bien sûr, qui contient les gamètes mâles. Les ovules pondus par la femelle après 15 jours seuls, bien sûr, après 15 jours, on voit très bien qu'ils ne donnent pas de têtards, alors que, bien sûr, quand on arrose les ovules par le sperme du mâle, bien sûr, dans ce cas-là, après 15 jours, on voit très bien qu'il y a formation de têtards. Ceci nous permet de conclure que la reproduction sexuelle nécessite les deux sexes, le mâle et la femelle. Le rôle du mâle, c'est bien sûr, il produit les spermatozoïdes gamètes mâles. La femelle produit les ovules gamètes femelles. Donc, la reproduction sexuelle nécessite un contact entre les deux types de gamètes. Ce contact-là, bien sûr, constitue ce qu'on appelle la fécondation. Activité 3, extraire les cellules reproductrices et réaliser un schéma du gamète mâle et celui du gamète femelle.
avec la légende. Dans ce cas-là, on va utiliser bien sûr l'oursin, comme vous le constatez. Donc nous avons les piquants, on retrouve après une coupe bien sûr comme vous le constatez, on voit très bien l'existence de 5 gonades. Dans le cas du mâle, on voit très bien qu'au niveau de ces gonades, il y a production d'un liquide blanchâtre. Alors dans le cas de la femelle, il y a production d'un liquide comme vous le constatez, il est orange, rose-orange. Effectivement, pour récupérer les gamètes des oursins, on les retourne au-dessus d'un bécher d'eau de mer et on leur injecte bien sûr du chlorure de potassium pour accélérer bien sûr la pente des gamètes. Oursin mâle, oursin femelle, comme nous l'avons déjà dit. On voit très bien qu'il y a production d'un liquide blanchâtre, ce sont les spermatozoïdes. En orange, ce sont les ovules. L'observation microscopique des liquides émis par les oursins. Pour le cas du mâle, on voit très bien des spermatozoïdes. Pour le cas de la femelle, on voit très bien des ovules. Bien sûr, comme vous le constatez, l'échelle, pour le cas des spermatozoïdes, ils sont très petits, alors que pour le cas de l'ovule, 0,04 mm. Donc, la taille de l'ovule, elle est plus... les ovules, ils ont une taille plus grande que celle des spermatozoïdes. Notre spermatozoïde, le schéma du spermatozoïde, comme vous le constatez, il est formé de la tête, d'une pièce intermédiaire d'une flagelle. On voit très bien au niveau de la tête la présence d'un noyau, bien sûr, et le flagelle, il constitue bien sûr, il permet au spermatozoïde il donne au spermatozoïde une mobilité. Alors que pour le cas de l'ovule, le gamète femelle, on voit très bien une membrane, bien sûr. À l'intérieur, on voit très bien la présence d'un noyau et du cytoplasme. Donc, la comparaison entre spermatozoïdes et ovules, les caractéristiques de chaque type, on voit très bien que pour le milieu de vie, les deux gamètes mâles de l'oursin, gamètes femelles de l'oursin aquatique, la taille 5 micromètres. Pour le cas du spermatozoïde, pour le cas de l'ovule, 100 micromètres, donc une taille plus grande, je l'ai déjà dit. La forme tête effilée avec flagelle, alors que pour le cas de l'ovule, il est ronde. Mobilité pour le cas du spermatozoïde, alors que l'ovule, il est immobile. Activité 4, déterminer l'appareil reproducteur de la chèvre et celui du bouc, retrouver les organes responsables de la production des gamètes. Alors pour le cas bien sûr du bouc, on voit très bien qu'il est constitué des testicules, ce sont les organes qui produisent les spermatozoïdes, comme vous le constatez. Alors que pour le cas de notre chèvre, on voit très bien que les ovules sont produits par les ovaires. L'organe responsable de la production des gamètes, comme nous l'avons déjà dit, les testicules, glandes sexuelles qui produisent bien sûr les spermatozoïdes. Pour la chèvre, les ovaires, glandes sexuelles qui produisent bien sûr les ovules. Merci.